Bien, donc malgré cette volonté pour le tiers-monde d'adopter une posture non alignée et donc d'ouvrir une troisième voie par rapport à un monde qui s'est fortement bipolarisé depuis le début de la guerre froide, nous allons voir dans un grand 3 que la logique des blocs perdure. Et donc, je vous ai dit, on va étudier la période qui va de 1962 comme borne jusqu'à les années 1973-1975. 1973, je vous dis, c'est la guerre du Kippour, une énième guerre israélo-arabe, encore une fois perdue par les Arabes. Et 1975, les accords d'Helsinki qui vont notamment reconnaître les frontières européennes issues de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en petit 1, on va voir la normalisation des relations Est-Ouest et le choix de ce qu'on va appeler la détente. Alors, qu'est-ce que c'est la détente? C'est l'apaisement des tensions entre les USA et les URSS dans la période qui va de 1962, c'est-à-dire au lendemain de la crise de Cuba, jusqu'à l'année 1979. Donc, cette normalisation des relations Est-Ouest va être entre autres provoquée par des remises en cause internes. Internes à la logique des blocs, ce qui va entraîner une certaine fissuration des blocs. Alors, une fissuration d'abord, par exemple, pour les États-Unis, le bloc américain va se fissurer. On peut d'ailleurs prendre l'exemple de notre pays, hein, la France, qui, sous la politique du général de Gaulle et de la Ve République, est devenue une puissance nucléaire en 1960 et qui depuis cherche à mener une politique extérieure plus autonome, c'est-à-dire plus indépendante de celle des États-Unis. De Gaulle, par exemple, va reconnaître la République populaire chinoise en 1964 et va quitter le gouvernement intégré de l'OTAN en 1966. C'est-à-dire qu'il refuse en quelque sorte que la France soit soumise aux États-Unis par l'intermédiaire de l'OTAN. Donc il décide que la France doit quitter le gouvernement intégré de l'OTAN. Donc c'est une fissuration du bloc ouest avec la France qui joue un peu un rôle à part. Ces fissurations, elles ont lieu également au sein du bloc de l'Est, plus que concernant l'URSS. Euh, des critiques viennent la frapper, des critiques qui viennent notamment de Chine. La Chine qui va critiquer notamment la politique du nouveau président de l'URSS, s'appelle Nikita Khrouchtchev, qui a succédé à Staline, et qui a fait le choix notamment de la détente, notamment après la crise de Cuba, qui avait mené le monde au bord de la guerre nucléaire. Et ces critiques de la Chine vont relativiser la toute-puissance finalement de l'URSS dans le bloc communiste. Donc de part et d'autre, hein, l'URSS contestée par la Chine, la France, sa domination est contestée par les États-Unis. Donc on voit qu'il y a des contestations internes. Euh, ces contestations internes vont également avoir lieu à l'intérieur des pays, hein, ou de leurs aires d'influence. Par exemple, aux États-Unis, les politiques des différents gouvernements qui vont succéder dans les années 60 vont se faire fortement contester, notamment par des manifestations étudiantes contre la guerre du Vietnam et donc en faveur du pacifisme. Ces manifestations étudiantes et la mobilisation générale pour le pacifisme vont affaiblir les différents gouvernements américains. Et cet affaiblissement des gouvernements américains va être d'autant plus accru par l'enlisement dans la guerre du Vietnam, dont les États-Unis n'arrivent pas à se sortir, qui voient bien qu'ils ne vont pas vraiment réussir à gagner, et que beaucoup d'Américains ne comprennent de moins en moins le sens réel de cette guerre. Donc cet enlisement va nuire au gouvernement américain et qui vont être du coup fragilisés. En URSS également, il y a des contestations internes, notamment à l'intérieur du bloc de l'Est et des démocraties populaires, c'est-à-dire, vous savez, ces pays européens de l'Est qui ont tous des régimes communistes et qui obéissent au doigt et à l'œil à Moscou. Eh bien, il y a des tentatives de réforme en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968. On parlera même de printemps de Prague pour l'année 1968 en Tchécoslovaquie, où on a un peu un élan de liberté, de volonté de réforme. Et à chaque fois, eh bien, l'armée rouge va réprimer violemment en envoyant ses troupes, du moins l'URSS va envoyer l'armée rouge, donc ses troupes, et notamment des chars, pour réprimer les mouvements des populations hongroises et tchécoslovaques qui voulaient davantage de réformes et de liberté.
Donc finalement, si on doit résumer cette période, hein, c'est la mort de Staline hein, en 1953 qui va ouvrir une nouvelle période, hein, parce que Staline, lui, c'était une politique pure et dure de bloc. Son successeur Khrouchtchev, lui, un peu plus souple, et en 1956, il va d'ailleurs lancer ce qu'on appelle la déstalinisation, c'est-à-dire une certaine critique hein, des erreurs du régime stalinien. Il va également ouvrir une ligne extérieure nouvelle dans sa politique, ce qu'on va appeler la coexistence pacifique. Pour Khrouchtchev, hein, la coexistence pacifique est possible avec les États-Unis, euh, c'est-à-dire que les deux super grands coexistent avec leurs idéologies pourtant très opposées, mais de manière pacifique, c'est-à-dire pas de manière guerrière. Mais c'est finalement vraiment avec la crise de Cuba que les deux grands vont être contraints d'approfondir le dialogue et cela va les conduire, petit b, à un assouplissement de la logique de la guerre froide. Donc, nous allons tout d'abord voir que les années 1962-1975 vont être qualifiées de période de coexistence pacifique, puis même de période de détente. Donc, l'objectif va être davantage de dissuader l'adversaire, donc dissuader le camp des soviétiques ou le camp américain, plutôt que d'entrer dans une logique de représailles massive. C'est-à-dire, si vous nous bombardez, nous allons vous bombarder puissance 10 ou puissance 100. Donc c'est un changement de stratégie, hein. Les USA vont renoncer à la stratégie donc, de ces représailles massives qui avait été mis en place en 1953 par un secrétaire d'État qui s'appelait John Foster Dulles. Et dorénavant, on parlera plus de représailles graduées, pardon. Ça, c'est la théorie de McNamara en 1962, d'où le début de cette période qu'on appelle la coexistence pacifique cette année-là. Et McNamara, ce secrétaire d'État, lui, il est plus pour donc des représailles qui seraient proportionnées à la nature de l'agression. C'est-à-dire que on ne passe plus de représailles massives, quelle que soit l'agression, on passe à des représailles graduées, c'est-à-dire c'est une petite agression, on ne va pas tout de suite envoyer des missiles nucléaires sur le pays adverse. Il faut aussi mettre en place ce qu'on appelle le dialogue. Donc le dialogue, il va être favorisé suite à la crise de Cuba en 1962 par l'installation en 1963, je vous en ai déjà parlé, d'une ligne directe qui relie la Maison-Blanche au Kremlin pour gérer les crises et éviter qu'on soit à deux doigts de la guerre mondiale. Ça va être l'installation du téléphone rouge. Alors la détente va avoir plusieurs enjeux, hein. Euh, Gérer avant tout le risque nucléaire, hein, parce que l'on soit soviétique ou américain, on est quand même conscient de la menace que fait peser pardon, le risque nucléaire. Donc par exemple, en 1963, à Moscou, va être signé un traité qui interdit les essais nucléaires non souterrains, c'est-à-dire en extérieur, par exemple dans le Pacifique ou dans des déserts. Bon, ben ça va être signé par lors du traité de Moscou par les Américains et les Russes, mais par contre, la France et la Chine vont refuser. Elles ont besoin de faire des essais nucléaires et elles refusent de se limiter à des essais nucléaires souterrains. Euh, D'autres traités vont être signés, comme celui en 1967, interdisant par exemple la militarisation de l'espace. Vous voyez, on en est là, hein, alors qu'on n'a pas encore marché sur la Lune. On interdit la militarisation de l'espace, c'est-à-dire on était prêt à installer des armes, entre guillemets, dans l'espace. De même, il y a des traités qui vont interdire l'accès à de nouveaux pays à l'arme nucléaire. C'est le traité de non-prolifération nucléaire qui a été signé en 1968. C'est-à-dire qu'en gros, les pays qui détiennent déjà l'arme nucléaire disent aux autres, nous, on sait s'en servir, mais vous n'êtes vraiment pas assez bien formés ou assez intelligents pour pouvoir vous en servir, donc pas de prolifération nucléaire. En 1972, toujours parmi la détente, va être signé un traité qui s'appelle SALT 1 ou SALT 1. Ça s'écrit SALT 1. Ça veut dire Strategic Arms Limitation Talks. C'est des discussions sur la limitation des armes stratégiques, donc notamment les armes nucléaires. Et là, vous avez le nouveau président de l'URSS qui s'appelle Brejnev et le nouveau président américain qui s'appelle Nixon, qui vont geler pour une durée de 5 ans le nombre de missiles à longue portée dont ils disposent. Donc, encore une fois, une volonté de réduire le stock de missiles, donc de limiter un peu la menace, et notamment nucléaire.
Toujours dans ces années de détente, il y a une volonté des deux grands de stabiliser l'Europe. Donc, vont être signés en 1975 dans la capitale de l'Islande, de la Finlande, qui s'appelle Helsinki, ce qu'on appelle les accords de Helsinki. Donc là, vous avez 35 États signataires qui vont entériner en quelque sorte de manière officielle les frontières européennes issues de la Seconde Guerre mondiale. Donc il ne pourra plus y avoir de contestation. Les 35 pays signataires se sont entendus pour dire que les frontières issues de la Seconde Guerre mondiale sont incontestables. Et on pense notamment à celle entre la Pologne et l'Allemagne, qui aurait pu être source de nouveaux enjeux, puisqu'on avait vu que la Pologne avait basculé à l'ouest et que, ben, à contrario, l'URSS avait également basculé à l'ouest sur les terres polonaises. Ces accords d'Helsinki prévoient aussi une coopération économique et technique et affirment les libertés et les droits de l'homme. Donc c'est une avancée. Comme symbole de la détente, on a comme symbole de la détente, on a la coopération spatiale, par exemple, entre les deux grands, avec le premier vol spatial commun qui a été un vol entre la navette russe Soyouz et la navette américaine Apollo en 1975. Et on a également comme symbole de la détente le rapprochement des deux Allemagnes, par exemple le chancelier ouest-allemand Willy Brandt et sa fameuse Ostpolitik, c'est-à-dire sa politique vers l'Est, hein, donc la volonté de rapprocher l'Allemagne aussi par exemple de la Pologne avec à un moment le chancelier allemand qui se rendra en Pologne pour présenter ses excuses à la Pologne pour les atrocités commises par l'Allemagne pendant la guerre. Donc, on voit à travers, par exemple, ce graphique hein, en courbe qui montre l'armement nucléaire des États-Unis et de l'URSS et comment finalement jusqu'aux années 62, il a augmenté très fortement aux États-Unis, puis après il a commencé à ralentir en quelque sorte pour se stabiliser puis diminuer, alors que dans le même temps, bon, en URSS, il a continué finalement sa progression. C'est surtout l'armement nucléaire de l'URSS des États-Unis qui a été stabilisé, mais il faut dire qu'ils avaient beaucoup d'avance sur l'URSS. Alors ici, vous avez cette célèbre photo hein, où on voit le président américain Nixon et le président soviétique Brejnev qui se rencontrent à Washington hein, en juin 1973 pour la signature d'un accord sur la prévention de la guerre nucléaire. Donc ça montre, entre guillemets, la relative détente qui peut exister entre l'URSS et les États-Unis qui cherchent donc à limiter les armes nucléaires. Euh, donc, on en arrive au milieu des années 1970, hein, et à ce moment-là, donc, il y a une reconnaissance d'un partage du monde avec des chasses gardées pour chacun des deux grands, c'est-à-dire des territoires qui sont plus ou moins réservés à chacun des deux grands. Par exemple, l'Amérique est une chasse gardée, du moins l'Amérique, le continent américain est une chasse gardée des États-Unis, alors que l'Europe de l'Est est une chasse gardée de l'URSS. Euh, pour autant, détente ne va pas signifier la fin de la guerre froide, hein. Des conflits périphériques se maintiennent, hein, par exemple la guerre du Vietnam et un peu plus tard la guerre en Afghanistan. Également, on voit qu'à la fin des années 1970, eh bien, cette période de guerre froide va avoir de nouveau une période de réchauffement, on va dire. La guerre va devenir de plus en plus chaude. Donc la détente sera pas loin d'être terminée, puisque à la fin des années 70, l'URSS va déployer ce qu'on appelle des euromissiles, des missiles d'une portée suffisante pour atteindre l'Europe de l'Ouest. Ce sont ces missiles-là qui sont symbolisés par les SS-20 hein, et qui peuvent atteindre 4500 km de portée, donc ils peuvent atteindre toute l'Europe de l'Est. Donc la tension va monter de nouveau. Puis de nouveau, à la veille de la fin de la guerre froide, il y aura des rencontres entre présidents américains Reagan ici et Gorbatchev pour l'URSS qui vont de nouveau être à l'initiative du désarmement. Donc vous voyez qu'on bascule entre politique de désarmement, puis réarmement, puis désarmement en fonction de l'évolution des relations internationales. Donc je vous disais que la détente ne signifie pas pour autant la fin de la guerre froide. Il y a le maintien donc, de conflits périphériques et les USA soutiennent des régimes dictatoriaux, notamment en Amérique latine, contre des guérillas révolutionnaires. Par exemple, c'est le cas au Chili où la CIA va soutenir Pinochet dans son coup d'État contre le socialiste Allende en 1973, socialiste qui était plutôt hostile aux États-Unis. Et en Afrique, on a le soutien de la Chine et de l'URSS à de nombreux régimes d'inspiration socialiste. On a pu le voir
précédemment un petit peu plus tôt en Algérie, en Égypte, et ça va être le cas de nombreux pays d'Afrique.